Bonjour à tous, c'est Frenzo et dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler du roman Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Alors restez avec moi. Le cœur est un chasseur solitaire est un roman qui m'a été conseillé par Maël, l'ange sauvage, un autre critique littéraire dont vous retrouverez la chaîne en barre d'infos sous cette vidéo, qui propose vraiment des critiques assez poussées et vraiment géniales de tous les livres qu'il a lus. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, le contenu il est riche, il est varié également. Et c'est aussi un jeune auteur, j'en profite parce que je viens de l'apprendre juste au moment de tourner cette vidéo. Il vient de publier son premier roman qui est en précommande si je ne me trompe pas et qui s'appelle Au placard le cœur. Donc je vous recommande vivement d'aller sur sa chaîne YouTube et de commander son ouvrage également. Le cœur est un chasseur solitaire est un roman qui a été publié en 1940 par Carson McCullers justement, qui est une jeune femme qui avait 23 ans quand elle a publié ce premier ouvrage, et c'est important de le préciser pour la suite de ma critique littéraire. Il faut donc aussi se replacer dans le contexte de ces années-là, par rapport à l'histoire, par rapport au récit, et de l'influence que ça a eu dans l'écriture de ce roman pour la jeune femme. Alors, Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. De quoi ça parle exactement sans vue divulgacher l'intrigue? Ce roman nous amène dans une petite ville perdue et extrêmement pauvre des États-Unis dans les années 30, alors que Mussolini et Hitler sont en train de prendre le pouvoir progressivement. Les gens sont pauvres, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, et dans cette petite ville perdue, le destin de certains d'entre eux vont se croiser et s'entremêler au fil de certaines situations. Les 5 protagonistes principaux de cette histoire sont d'abord Mike, une jeune adolescente qui adore la musique et qui est remplie de rêves et de projets d'avenir. Jake, un révolutionnaire bourru, totalement incompris et un peu alcoolique sur les bords. Le docteur Copeland, un médecin noir qui espère faire évoluer et changer la condition des noirs à cette époque-là. Biff, un restaurateur attentif à son environnement et qui a ses petites habitudes. Et enfin, le mystérieux Singer, un homme muet qui voue une dévotion et un amour total à son autre compagnon muet, Antonopoulos. Et les 4 personnages que je viens de citer avant Singer vont graviter autour de cet homme mystérieux qui est muet et tisser un lien un peu étrange avec lui. Les 4 personnages vont en effet mener leurs actions et leur petite vie en rapport de cet homme mystérieux, car lui seul semble les écouter et les comprendre. Chaque chapitre de ce roman concerne l'un des personnages, donc un chapitre peut être sur Mike, peut être sur Singer, sur Biff, sur Jake ou sur le docteur Copeland. Chaque chapitre concerne un personnage. Et l'histoire nous révèle alors le point commun entre ces 5 personnages ô combien différents qui sont amenés à se croiser au fur et à mesure de l'intrigue. Des personnages qui sont finalement bien plus semblables qu'on pourrait le penser et qui partagent donc un point commun, comme je le disais, qui est la solitude. Car oui, le thème principal de ce roman, Le cœur est un chasseur solitaire, c'est la solitude. C'est le thème principal de ce roman, c'est ce qu'on ressent directement quand on entre dans l'ouvrage. On le ressent vraiment en même temps que les personnages, c'est vraiment ce qui les unit tous, même si eux, ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus. C'est vraiment cette solitude pesante qui les écrase dans leur quotidien qu'on ressent quand on commence ce livre. On découvre alors que ces 5 personnages qui sont en marge de la société sont empêtrés dans une vie vraiment de pauvreté absolue, sans perspective d'avenir, dans une sorte de routine extrême et perpétuelle, et dont l'ennui et la solitude finissent par peser de jour en jour sans que personne ne s'en soucie. Et le plus dramatique, le plus triste en fait dans cette histoire, c'est que ces 5 personnages ont des rêves, ont des projets d'avenir, et cette volonté forte d'aspirer à une vie meilleure est beaucoup plus juste, et on ne sait pas s'ils vont y arriver et ce qui les attend dans le futur, dans cette Amérique extrêmement pauvre, dangereuse et remplie de révolte et d'injustice. Donc voilà le petit résumé de base de ce qu'est ce roman de vie, Le cœur est un chasseur solitaire. Maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas lu Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, je vous invite directement à vous rendre à la fin de cette vidéo, à la conclusion, ou à revenir sur cette vidéo une fois que vous aurez lu le livre. Comme je le disais, on suit donc ces 5 personnages dans leur solitude et leur pauvreté, et je vais m'intéresser d'abord en tout premier lieu au personnage de Mike, la jeune adolescente, qui est, soit dit en passant, mon personnage préféré de ce roman. On suit la jeune fille qui sort de l'enfance, qui est une préadolescente, et on la voit évoluer sous nos yeux, alors que son cœur et son esprit est toujours dans l'entre-deux, mi-enfant, mi-femme, et tout ça à cause de ce que la société lui impose déjà. Mike est une jeune fille qui est remplie de rêves, et qui voue une passion totalement touchante et vraiment incroyable pour la musique, qui construit son petit monde au quotidien en s'inventant des choses via des objets ou des personnes qu'elle croise. Elle s'invente littéralement un univers à partir de tous ceux qui croisent sa route, dont le fameux et mystérieux Singer, qui, rien que par sa présence, comble l'ennui et la solitude de la jeune fille. Mike est une adolescente tellement touchante qu'on a envie qu'elle s'échappe de ce quotidien qui l'emprisonne, on a envie de la voir réaliser ses rêves. Mais la réalité est beaucoup plus tragique, et alors qu'on la voit évoluer et passer par des étapes un peu différentes de son adolescence, notamment par la sexualité, dans une scène extrêmement implicite et plutôt pudique, on comprend qu'elle doit gérer ses situations toute seule et toutes les conséquences que ça implique, malgré sa maturité qu'elle possède déjà à ce jeune âge. Suite à toutes ces péripéties, Mike va devenir une jeune femme
dont les rêves vont se retrouver un petit peu brisés, j'ai envie de dire. Tous ces rêves de musique, d'espoir qu'elle avait, de quitter un jour cet endroit pauvre, et même d'aller visiter un pays où il neige, par exemple, c'est un de ses rêves, voir la neige de ses propres yeux. On comprend que pour subvenir aux besoins de sa famille qui est pauvre, la jeune femme va devoir se mettre elle aussi à travailler et à rapporter de l'argent à la famille, ce qui n'était pas du tout un projet qui l'emballait et c'est pas du tout comme ça qu'elle imaginait son futur. Elle déteste ça, elle sait les conséquences ultimes que ça aura sur son futur, le fait que ça anéantit une bonne partie de ses rêves de musique, de voyage également, mais elle le fait pour sa famille qui compte sur elle et elle ne veut pas les laisser comme ça en plan, elle les aide à traverser cette période. Et en fait, comme je le disais, la vie rattrape vraiment la jeune femme et malgré ses rêves, malgré tout ce qu'elle voudrait faire de son futur, elle est juste comme tous les autres personnages de ce roman, emprisonnée dans cette petite ville où il ne se passe pas grand-chose et où la pauvreté et l'ennui règnent à son maximum. Et malgré ses envies et malgré que nous, en tant que lecteurs, on a envie de la voir faire plein de choses tellement elle est géniale, on se rend compte que malheureusement, à la fin du roman, la jeune femme va rester vendeuse. Peut-être qu'elle arrivera à acquérir un piano, ce qui l'a fait rêver depuis très longtemps, mais on n'en est pas sûr. On se rend compte que sa vie, en fait, c'est tragique, mais elle se cantonnera à une vie simple et un peu banale dans la pauvreté, comme ses parents avant elle. C'est tragique, c'est bouleversant et totalement désolant, mais c'est la réalité de la vie et du roman à ce moment-là. C'est un petit peu la force du récit, justement, si on réfléchit bien. Il y a aussi le personnage de Singer, le muet, comme je vous disais, qui attire à lui tous ses personnages principaux par rapport à son calme et au fait qu'il écoute vraiment tout le monde. Un peu à la manière d'un psy, finalement, c'est un peu le rôle qu'il a dans le roman. Parce qu'en plus, la majorité des personnages principaux viennent se confier à lui, leur révéler leurs sombres secrets, ce qu'ils cachent, etc., qu'ils ressentent par rapport à cette société. Et on ressent en tant que lecteur que Singer, c'est ce personnage qui ancre les autres personnages dans la réalité et qui leur permet de ne pas partir en vrille, j'ai envie de dire, entre guillemets. Singer, c'est ce personnage muet et mystérieux qui est la clé, entre guillemets, de ce groupe de personnages principaux. C'est vraiment ce qui les maintient dans le droit chemin pendant un temps, du moins, et qui leur permet de ne pas péter un câble, tout simplement. Alors que tous ces personnages ne savent rien de ce muet, de Singer, ils ne connaissent pas sa vie, et ça reste un mystérieux étranger pour eux, mais ils se sentent dans le besoin de leur confier tout ce qui leur arrive. Et c'est assez ironique quand on sait que le jeune muet voue une dévotion, comme je disais, un amour total à un autre muet à qui il rend visite plusieurs fois pendant le roman. Et c'est vrai que pendant tout le livre, on se pose des questions sur ce mystérieux Singer, sur ses intentions et sur le fait qu'il attire vraiment à lui tout le monde comme un aimant. Et on finit très vite par l'apprécier, on s'attache beaucoup à lui et on sourit régulièrement face à cette addiction qu'il a par rapport à son meilleur ami. Bien évidemment, le sourire est de courte durée. Lorsque on apprend dans le roman que Singer va rendre visite à son meilleur ami muet et que celui-ci est mort d'une maladie, je crois, il me semble, et que ça va avoir un impact tellement fort psychologiquement sur Singer que l'homme ne va pas supporter de perdre cette personne à qui il tient plus que tout au monde et qu'il va un jour prendre un revolver et le retourner contre lui et se suicider. Il commet ce suicide par détresse émotionnelle, mais j'aime à penser aussi parce qu'il a envie de rejoindre son ami dans l'au-delà. Ça, c'est ce que moi j'ai imaginé, mais j'aime l'idée de me dire qu'il a fait ça parce qu'il n'imagine pas sa vie sans son meilleur ami muet et qu'il espère le rejoindre en faisant ça. Quoi qu'il en soit, ce suicide aura une conséquence monumentale sur les autres personnages qui venaient lui rendre visite régulièrement. La jeune Mike, Copeland, le docteur noir révolutionnaire, ou Jack, qui est révolutionnaire aussi à sa façon et qui est un peu alcoolique, mais aussi sur Biff, le cafetier. Tous ces personnages qui venaient lui rendre visite et se confier à lui, lorsqu'ils vont apprendre que cet homme mystérieux mais qui les écoutait s'est suicidé, toute leur vie va basculer à ce moment précis du récit. Je reviens un peu sur les autres personnages dont j'ai pas encore parlé. Il y avait Biff, donc comme je vous disais, le restaurateur cafetier. Ce personnage, il nous laisse un peu songeur parce qu'il passe son temps à observer tous les gens qui viennent dans son restaurant. Il est peu loquace, il perd sa femme dans le récit à un moment donné et ça n'a pas vraiment d'impact sur lui. Ça en a un petit peu, on voit que sa vie change par rapport à ça, mais globalement ça reste un homme tout aussi mystérieux que Singer et qui passe son temps lui aussi à observer ce qui se passe dans son restaurant. Et à la fin du récit, finalement, Biff, le restaurateur, on découvre que c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, peut-être beaucoup plus ancré dans la réalité que les autres personnages. Il a un petit peu ce regard franc et juste sur le monde qui l'entoure et sur toutes les personnes qui franchissent la porte de son restaurant finalement. Mais nous avons aussi le personnage du docteur Copeland, comme je vous disais, ce médecin noir aux espoirs et aux ambitions déchues, et qui se bat depuis toujours, depuis toute sa vie, pour faire évoluer la cause des Noirs, une cause qui lui tient à cœur depuis toujours et qu'il n'arrive pas à faire avancer, car malheureusement il n'est pas assez écouté ni pris au sérieux, que ce soit par les gens de l'extérieur ou même son propre entourage et sa famille. Sa volonté elle est forte, ses propos ils sont extrêmement justes et extrêmement bien retranscrits dans le roman, et très vite son combat pour la cause des Noirs devient vite notre combat à nous aussi. Et là je pense à une
scène du roman qui est extrêmement touchante, qui est extrêmement difficile et dure psychologiquement. C'est celle entre lui et Jake. Jake qui est un révolutionnaire blanc mais qui partage pratiquement les mêmes pensées que le Dr Copeland finalement. Le Dr Copeland est alité et Jake est au bord de son lit. Ils ont une discussion par rapport à ce qu'ils pensent de la société, par rapport à toutes ces injustices qui les entourent. Et on voit que les deux personnages qui sont totalement différents sont finalement beaucoup plus semblables qu'eux-mêmes ne le pensaient et qui partagent beaucoup de choses en commun. Leur discours, il est criant de vérité, il est extrêmement vrai. Et pourtant, ces deux personnages qui auraient dû se trouver et faire front ensemble pour cette cause, ou pour les causes de cette époque, ne vont pas réussir à s'entendre ou à trouver un terrain d'entente finalement. Tous les deux finalement bornés sur des pensées un petit peu extrêmes et personnelles aussi, qui finit par les éloigner finalement. Et nous, en tant que lecteurs, on est vraiment désolé par rapport à cette finalité triste et finalement grotesque et qui ne fera pas avancer du coup les choses. Pour en revenir à Jake, justement, cet alcoolique un peu bourru du roman, c'est un révolutionnaire, comme je le disais, un personnage fascinant et extrêmement bien travaillé dans le roman. Je me suis très vite attaché à lui et c'est un personnage vraiment fort qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde à cause de ses idées et qui n'arrive pas à les mettre en place et qui du coup, comme il subit toute cette pression du monde, sombre dans l'alcoolisme et n'est jamais pris au sérieux par rapport à tout ça. Donc ouais, il trouve pas sa place dans ce monde de fous qui le considère lui-même comme étant un fou. Mais Jake défend une noble cause, il s'est fait sa propre éducation, c'est un personnage extrêmement intelligent malgré ce que les gens pensent. Et quand le personnage exprime ses idées dans le roman, on reste bouche bée tellement ce qu'il dit c'est fascinant, c'est intelligent et extrêmement bien dit. Mais malheureusement, comme ce personnage est dans un monde qui ne l'écoute pas et qui le fait sombrer de jour en jour, le personnage va sombrer encore plus dans l'alcool, il va s'empêtrer dans des histoires à problème, et finalement ce personnage qui ne va pas trouver d'appui, il va prendre la fuite, comme il semble le faire à chaque fois finalement. Alors à la fin du roman, on espère qu'il trouvera un lieu où il pourra mener à bien ses idées et cette révolution qu'il a dans sa tête. On ne sait pas trop ce qui va lui arriver en quittant la ville et en rejoignant une autre. Et on espère que le personnage va trouver son salut ailleurs. Le roman se finit d'ailleurs d'une façon un peu abstraite par rapport à ça, par rapport au suicide de Singer et les conséquences que ça a sur les personnages. On sent qu'on arrive à un point de rupture et au moment où ça arrive, on ne sait pas trop ce que vont devenir les personnages. La vie continue et on nous laisse ainsi à penser à ce qui pourrait leur arriver après. Donc le reste, on ne peut que l'imaginer, même si j'ai envie de dire que ce ne sera pas forcément glorieux. C'est difficile de trouver quelque chose de positif, à mon sens, à la fin du roman. On est juste dans un cadre de vie, une vie à une certaine époque bien précise, avec des événements qui lui sont propres et dans des conditions bien particulières, j'ai envie de dire. Ma conclusion, ce roman, Le cœur est un chasseur solitaire, est vraiment une petite pépite. On peut avoir l'impression au début du roman qu'il ne se passe pas grand chose, que l'ennui et la solitude des personnages va finir par nous toucher et que finalement il ne se passera pas beaucoup de choses dans l'intrigue principale, mais pas du tout. C'est pas du tout un roman d'action qui installe progressivement un univers et des actions et des péripéties ici et là, et avec un événement déclencheur qui va faire tout basculer. On est loin de ce genre de récit. On est dans un parcours de vie avec des personnages aux personnalités vraiment différentes et à la fois semblables, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce roman. C'est un parcours de vie, tout simplement. Et bien évidemment, le message derrière les lignes, il est extrêmement fort et extrêmement intelligent. C'est un roman qui suit ses personnages jusqu'à un axe bien précis. On apprend à découvrir ces personnages et à les voir évoluer au fur et à mesure du roman. Et ces 5 protagonistes du roman, on s'y attache grandement, malgré leurs différences et leurs qualités et leurs défauts. Ils deviennent malgré eux des héros un peu incompris, j'ai envie de dire. Et on a vraiment la sensation de les connaître et de faire partie de leur quotidien. Je pense avant tout au personnage de Mike, la jeune adolescente, qui pour moi est la clé de ce roman, le personnage que je retiendrai le plus, qui m'a extrêmement touché et qui est un personnage tellement bien écrit, qui restera gravé dans un coin de ma tête pendant un petit moment. C'est surtout qu'il est très facile de s'identifier à elle, à ses rêves, à ses projets d'avenir, etc. On est tous passés par là à son âge, donc c'est d'autant plus facile de s'attacher à elle. Le personnage, il est écrit vraiment avec une extrême justesse, et finalement Mike, j'ai envie de dire, c'est un peu cette partie de nous-mêmes, cette enfance perdue qui malgré tout reste en nous, et que l'on regarde avec nostalgie. Donc je me répète, mais l'écriture, elle est vraiment sublime. Et quand on y pense vraiment, au cœur est un chasseur solitaire, on a du mal à se dire que ça a été écrit par une jeune femme de seulement 23 ans, dans ces années-là, dans les années 30-40. C'est fou. C'est vraiment incroyable tellement l'écriture elle est impressionnante. Les différentes descriptions, les caractères des personnages, la psychologie qui entoure tous ces personnages et même le monde, le contexte de ce monde à cette époque-là, rien n'échappe à l'auteur et c'est vraiment impressionnant. L'écriture elle est tellement parfaite que ça m'a vraiment aidé pour mes futurs écrits à moi en tant que futur auteur, j'espère un jour.
C'est vraiment un roman d'apprentissage par rapport à l'écriture. Franchement, si vous êtes un écrivain novice ou que vous essayez d'écrire un petit peu, eh ben, Le cœur est un chasseur solitaire, c'est vraiment, vraiment parfait pour apprendre plein de choses au niveau de l'écriture. Mais surtout, pour en revenir à l'ouvrage, Le cœur est un chasseur solitaire, c'est un roman de vie, encore une fois, je me répète, c'est un parcours de vie, un roman brut qui fait réfléchir et qui est un peu le porte-parole de son époque. Si vous vous procurez cette édition du livre aux éditions Stock, vous trouverez à l'intérieur du roman, à la fin notamment, plein de choses concernant l'auteur, son écriture, son parcours, des notes d'informations sur les personnages vus par d'autres gens, des essais ou encore des articles publiés par l'auteur de son vivant. Bref, je vous recommande vraiment cette édition aux éditions Stock, dans laquelle vous apprendrez plein de choses en plus de votre lecture sur le roman. Bref, Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. C'est effectivement un roman que je vous conseille à 100%. Il mérite d'être lu au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Alors n'hésitez surtout pas. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers? Qu'en avez-vous pensé si c'est le cas? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner surtout à ma chaîne pour me soutenir et pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler du livre 3 de la Passe Miroir, La mémoire de Babel. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!